considérer l'histoire ultérieure de l'art comme une réaction à ce triple réquisitoire, les artistes s'efforçant de réaliser une sorte de promotion ontologique de l'art, en tâchant de surmonter ce qui le sépare de la réalité afin de lui faire gravir une marche sur l'échelle de l'être. L'artiste américain Robert Rauschenberg a dit un jour: la peinture est liée à la fois à l'art et à la vie, et j'essaie de travailler dans l'intervalle qui les sépare. Et ce n'est peut-être pas un hasard si Rauschenberg a exposé un lit, comme si l'art, pareil en cela à la philosophie telle que la voyait Whitehead, n'était qu'une suite d'annotations à Platon. Car il est certain qu'on ne pouvait pas dormir dans ce lit puisqu'il était fixé verticalement au mur et barbouillé de peinture. Vers la même époque, Claes Oldenburg présenta une œuvre qui, elle, s'approcha d'une certaine manière davantage d'une production de menuisier. Il s'agissait d'une hideuse construction en plastique sur laquelle il aurait été horrible de dormir, mais qui, produite par un artiste, n'était pourtant pas si mal réussie, du moins si le fossé qui sépare l'artiste du menuisier est aussi important que le prétendait Platon. C'est finalement à notre artiste J que revient l'honneur d'être allé jusqu'au bout de cette logique, en exposant son propre lit comme œuvre d'art, sans même y ajouter ce résidu de peinture dont Rauschenberg avait superstitieusement éclaboussé son lit à lui, peut-être pour indiquer qu'il s'agissait bien encore d'une œuvre d'art. J affirme que son lit n'imite rien, c'est un simple lit, et sans doute le lit a-t-il été fabriqué par un menuisier, mais même si c'est celui qui a fait le lit, c'est néanmoins J qui a réalisé l'œuvre d'art, et dans la mesure où des lits identiques aux siens ne sont toujours pas que des lits et non des œuvres d'art, le fait que l'artiste ait rejoint le menuisier ne saurait en aucun cas être considéré comme un succès philosophique, et ceci, quel que soit le succès artistique rencontré par le lit de J. Aussi devrions-nous peut-être revoir l'histoire de l'art. S'il existe toujours et encore un fossé entre l'art et la réalité, et si par ailleurs, en voulant le combler comme l'a fait J, on ne fait qu'en produire un nouveau, à savoir celui existant entre les œuvres d'art et les objets réels, qui leur sont identiques en tout point, c'est que le fossé est peut-être plus intéressant que ce qui se trouve séparé par lui. Nous pourrions ainsi analyser l'écart qui sépare les imitations de la réalité, pour en voir la nature exacte et tenter de découvrir ensuite quels sont peut-être ses points communs avec le fossé qui sépare l'art de la vie, fossé que les artistes contemporains s'acharnent apparemment à exploiter. Peut-être serons-nous alors mieux armés pour comprendre simultanément l'art et la réalité. Retournons donc au point de vue le plus élémentaire et considérons l'art comme une imitation, la duplication d'une réalité antécédente, entretenant avec celle-ci la même relation qu'une image dans un miroir entretient avec l'objet réfléchi, sans nous occuper des complications shakespeariennes dues à la problématique de la conscience, ni des considérations métaphysiques de Platon. Si je propose d'examiner de près cette vieille théorie, c'est parce que je pense que l'étude de l'écart qui sépare l'imitation et la réalité pourrait être une manière plus perspicace d'apprécier le fossé entre l'art et la vie. S'il s'avérait que les deux oppositions exemplifient le même type d'écart, notre mouvement stratégique s'en trouvera confirmé. Il est communément admis qu'une ressemblance même totale entre deux objets ne fait pas de l'un une imitation de l'autre. Tous les exemplaires de mon exposition de rectangles rouges se ressemblent obligatoirement entre eux, puisqu'ils ont été sélectionnés en vertu de ce principe. Mais tels que je les ai décrits, chacun est indépendant des autres, et aucun n'en imite un autre. Bien sûr, rien ne m'empêche d'ajouter à mon exposition un tableau qui serait une imitation parfaite de mon banal carré de toile peint en rouge, et qui ressemblerait donc exactement à son sujet, ou encore d'y adjoindre une série de copies des pièces de mon exposition qui ont un statut d'œuvre d'art. Pareillement, le lit de J ressemble à n'importe quel vieux lit, sans pour autant en imiter aucun. Ainsi que l'explique patiemment l'artiste, ce n'est qu'un simple lit, et non pas une imitation d'un lit, comme c'est le cas par exemple de celui dépeint par Van Gogh dans une de ses vues d'intérieur. Certes, nous savons que les imitations s'opposent à la réalité, mais pour leur analyse, je ne puis guère me servir d'un des termes que je me suis précisément proposé de clarifier,
Il n'en reste pas moins que, selon la remarquable analyse psychologique fournie par Aristote, le fait que ce n'est pas vrai doit contribuer de manière évidente au plaisir que les spectacles mimétiques procurent aux spectateurs. Nous avons plaisir à regarder les images les plus soignées des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, par exemple les formes d'animaux parfaitement ignobles ou de cadavres. Donc le plaisir en question présuppose qu'on sache qu'il s'agit d'une imitation, c'est-à-dire qu'on sache que ce qu'on voit n'est pas réel. Il comporte par conséquent une dimension cognitive, tout comme bon nombre d'autres plaisirs parmi les plus intenses. Ainsi, le plaisir sexuel fonctionne en partie grâce à la conviction qu'on a d'être avec le bon partenaire, ou du moins avec un partenaire du bon genre, et il ne survivrait sans doute pas à la découverte qu'on s'est trompé à cet égard. De même, le plaisir qu'on éprouve à manger certaines choses présuppose des croyances, notamment celles qu'on mange réellement le genre de choses qu'on pense manger. La nourriture risquerait de se transformer en cendre dans notre bouche si nous apprenions que nos croyances à cet égard ne sont pas fondées. Nous sommes en train de manger du porc si nous sommes juifs orthodoxes, ou du bœuf si nous sommes hindous, pratiquants, ou encore de la chair humaine si nous sommes, comme la plupart d'entre nous, quelque savoureuse que ce soit en fait notre chair, il n'est pas nécessaire de sentir une différence pour qu'il en existe une, puisque le plaisir qu'on éprouve en mangeant est généralement plus complexe, du moins pour les êtres humains, que celui qu'on éprouve en goûtant quelque chose. Et comme l'a fait remarquer Nelson Goodman, pour un cas parallèle, le fait de savoir qu'on mange une nourriture différente de celle qu'on croyait peut aboutir à une différence quant à sa saveur. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est sans doute parce qu'on ne ressent pas la différence entre les deux comme assez importante pour faire figurer les croyances correspondantes à l'arrière-plan de son plaisir. Certes, la viande de bœuf n'est pas du porc d'imitation, et pour en revenir à notre exemple tiré du domaine sexuel, où quelqu'un croit avoir affaire à un partenaire d'un certain genre, alors qu'en réalité il fait partie d'un genre différent, les hommes ne sont pas des femmes d'imitation. Dans les deux cas, il s'agit simplement de croyances qui s'avèrent non justifiées. On prend une chose pour une autre, et je ne suis pas sûr que ce qui distingue l'imitation de la chose réelle soit du même ordre que ce qui différencie le sexe masculin du sexe féminin, ou le porc du bœuf, ne serait-ce que parce que pour le moment nous ignorons encore quelle sorte de propriété différenciante la réalité elle-même peut être. Mais il est remarquable que dans le cas des imitations, la source du plaisir doit être située ailleurs que dans la réalité, quel qu'en soit le concept, et que donc pour y prendre plaisir, il faille avoir à sa disposition le concept de ce qu'est la réalité. Si les enfants n'apprécient pas les imitations autant que le font les adultes, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore un sens de la réalité assez développé, ou qu'ils n'ont pas encore acquis le concept de réalité, et que les imitations, même si elles peuvent leur procurer du plaisir, ne le font pas en tant qu'imitation, selon le modèle proposé par Aristote. On peut procurer une très grande joie à quelqu'un de crédule en prenant l'aspect du fils qu'il a perdu autrefois, c'est-à-dire en se faisant passer pour son fils. Mais il est peu probable que cette joie survive à la découverte qu'il s'agit d'un fils d'imitation. Ce genre de plaisir est donc le contraire exact de celui décrit par Aristote. Dans ce dernier cas, il est indispensable de savoir qu'il s'agit d'une imitation, et le fait qu'on le sache explique en partie le plaisir qu'on y prend. Ainsi, un père pourrait bien prendre plaisir à ce qu'il croit être une imitation de son fils par un tiers, mais un tel plaisir serait profondément transformé par la découverte, la reconnaissance, comme dirait Aristote, que celui qu'il a pris pour un imitateur est en fait réellement son fils. Les plaisirs que procurent les imitations sont donc plus ou moins du même ordre que ceux procurés par des rêveries, où il est évident pour celui qui s'y adonne qu'il tire son plaisir de chimères et non pas de choses réelles. Il arrive qu'on soit culpabilisé par ces rêveries, par exemple, parce qu'on pense que leur caractère morbide ou sadique révèle qu'on possède soi-même ces vices. Or, la plupart des gens qui sont dans cette situation seraient horrifiés s'ils étaient confrontés aux faits réels correspondants, tout comme selon Aristote, nous le serions par la présence réelle d'animaux ignobles, dont pourtant les représentations nous plaisent d'autant plus qu'elles sont précises. Cela n'implique en rien qu'au plus profond de nous-mêmes, nous soyons attirés par ces animaux.
Une part du plaisir s'explique certainement parce qu'on sait que ce qui est imaginé ou imité n'a pas lieu réellement, plutôt que parce que les imitations nous apprendraient quelque chose, comme Aristote le dit par la suite, faisant semblant de fournir une explication alors qu'en fait il change de sujet. Cette sorte de plaisir n'est donc accessible qu'à ceux qui disposent d'un concept de la réalité opposé à l'imagination ou à l'imitation, et qui savent que le plaisir serait d'une espèce tout à fait différente s'il essayait de réaliser leur rêverie. Et lorsqu'il n'existe pas de différence entre les deux plaisirs, on ne peut pas expliquer le premier en disant qu'il est dû à des rêveries, puisque dans ce cas la distinction entre les produits de l'imagination et les faits réels ne se répercute pas au niveau hédonique, même si c'est une rêverie qui cause le plaisir. Ce n'est pas parce qu'elle est une rêverie. Pour pouvoir éprouver ce plaisir spécifique, il faut donc disposer d'une connaissance des causes qui l'expliquent, ainsi que de l'identité de sa source. Or, une telle connaissance est inaccessible si le concept de la différence entre la réalité et l'imagination ou l'imitation n'est pas encore formé, comme chez les enfants, ou n'est pas opérationnel, comme chez les fous, si on accepte le critère de Platon d'après lequel un fou est celui qui vit réellement les plaisirs que la plupart d'entre nous n'éprouvons qu'en rêve. La fausse croyance qui est en jeu ici est différente de celle qui nous fait prendre du porc pour du bœuf, et l'apprentissage de la distinction entre apparence et réalité se situe sans doute à un niveau différent et un peu plus philosophique que celui de la distinction entre porc et bœuf, ou entre homme et femme. Nous ferions donc bien d'essayer d'élucider, de manière provisoire du moins, cette différence a fortiori, si son apprentissage ressemble à celui qui nous permet de distinguer une œuvre d'art d'une chose réelle. Quoi qu'il en soit, l'amateur d'art n'a rien à voir avec l'habitant de la caverne de Platon, qui est incapable de distinguer la réalité de l'apparence, car le plaisir de l'amateur d'art se fonde précisément présuppose logiquement sa capacité à faire cette différence. Revenons à Narcisse, au moment où il tombe amoureux de ce qu'il croit voir dans l'eau, un beau garçon. À cet instant, il aurait pu penser qu'il existe deux espèces de garçons, ceux qui vivent dans l'eau et ceux qui, comme lui, vivent à l'air frais, à l'air libre. Cette manière d'envisager les choses aurait pu lui servir de fondement à une anthropologie complexe concernant les hommes aquatiques. Suite à des observations assidues, il aurait pu découvrir que leurs formes et comportements correspondent remarquablement aux nôtres, quoiqu'ils soient curieusement anisotropes et insensibles aux blessures. Une lance transperçant un garçon aquatique ne fait pas couler de sang. Par ailleurs, il est impossible de les embrasser, au grand désespoir de Narcisse. Quelle que fût la raison pour laquelle l'idée de reflet finit par s'imposer à lui, il en résulte une simplification immense dans les domaines de l'anthropologie, de la psychologie et de l'hydrologie, en contrepartie d'un coût modeste pour l'optique. On sait que sa solution consista à considérer que les garçons reflets n'étaient pas de vrais garçons, mais seulement des simulacres. Narcisse découvrait ainsi de manière spontanée un prédicat reflet de qui, associé à un substantif, ne permet pas le genre d'inférence qu'autorisent d'ordinaire les prédicats attachés à des noms. Un gros garçon est un garçon, tout comme un garçon maigre en est un, mais un reflet de garçon n'est pas un garçon. Comme dans le monde, il existe de nombreuses classes de répliques de ce genre. Tôt ou tard, nous devons tous apprendre à maîtriser un certain nombre de prédicats qui leur correspondent. C'est le cas de l'enfant qui raconte à sa mère que pendant la nuit, il y avait un chat dans sa chambre et que celui-ci voulait le dévorer. Or, fait surprenant, vu l'habituel comportement protecteur de sa mère, voilà que celle-ci ne se lance pas dans une chasse au chat, mais explique au garçon que ce qu'est un rêve et qu'un chat rêvé n'est pas un chat. Comment ne pas admirer l'effort théorique considérable que l'invention de cette espèce de prédicat a dû exiger? Les membres de certaines tribus croient que les expériences rêvées sont réellement vécues. Ils évacuent les incohérences manifestes qui résultent de cette croyance en soutenant qu'au cours du sommeil, on quitte son propre corps pour un autre, et que dans ce corps-là, on a réellement les expériences dont nous dirions qu'elles ont seulement été rêvées. Quant aux distorsions qui sont généralement considérées comme caractéristiques des rêves, elles sont par bonheur mises sur le compte des contraintes liées au changement de corps.
Je dis par bonheur car l'alternative à cette solution serait de les imputer au monde, et donc de croire que la réalité est infiniment plus embrouillée que ne le laisse supposer la vie que nous menons dans nos corps de tous les jours. Quel état en fait pleine de métamorphoses et de transmutations folles permettant la réalisation palpable de ce que habituellement nous ne faisons que désirer. L'explication que ces tribus ont choisie leur laisse donc plus de chances de construire une science plausible que si elles devaient faire concorder le contenu de leurs rêves avec leurs observations quotidiennes. Dans ce cas, il ne pourrait guère y avoir de loi naturelle. Lorsqu'on dit c'est un rêve, c'est un reflet ou encore c'est un écho, on met en place une sorte d'amortisseur capable de protéger le système des croyances traditionnelles qui définit le monde. On peut ainsi refouler dans un espace ontologiquement très différent des entités qui, intégrées dans le monde, en compliqueraient infiniment le système. Certes, même lorsqu'on maîtrise bien ces concepts, il n'est pas toujours facile de les appliquer dans certains cas particuliers, surtout lorsque les phénomènes en question ressemblent tellement à leur réplique dans le monde réel qu'aucune de leurs propriétés internes ne permet de les classer avec certitude.